C'est un peu plus compliqué. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Parfait. Et ben, je te laisse la place. Voilà. Donc bonjour à tous, je vais d'abord me présenter. Moi c'est Damien Van de Kerkhove. Je suis développeur, architecte dans une société en Belgique qui s'appelle Portima qui développe des applications pour les assurances, les courtiers d'assurance, etc. Me suis vraiment spécialisé dans les technologies Microsoft, C#, Azure, etc. Et aujourd'hui, je suis venu vous présenter deux sessions. La première, c'est l'HTTP Client. Et la seconde, c'est sur les nouveautés en C# 12. Alors, pour les nouveautés en C# 12, on va vraiment se limiter aux nouveautés du C#, parce que si on veut présenter toutes les nouveautés de .NET 8, ça va prendre un petit peu plus de temps. Alors, pourquoi est-ce que j'ai voulu faire une session sur l'HTTP Client? Tout simplement parce que c'est un objet assez complexe à utiliser correctement. Et je me suis rendu compte bien souvent que les développeurs, ils ne savent pas comment l'utiliser. Ils ne savent pas comment l'utiliser, et en fait, c'est quelque chose qui ne me choque pas, qui est tout à fait normal. Pourquoi? Je switch. Hop. On fait ça. L'écran. Si. Ouais, c'est pas super clair avec. On s'est dit diminuer l'intensité. C'est pas ça. Vous n'avez pas peur du noir? En fait, si je regarde mon objet HTTP Client, nous, HTTP Client, la copilote est gentille. Il me propose que je regarde ce dernier. FN peut-être. Voilà. Au fait, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est un objet qui irait de HTTP message invoker qui, lui, implémente l'interface iDisposable. Alors, est-ce que tout le monde est OK avec ce que fait l'interface iDisposable? À quoi elle sert en C#? Non. Alors, au fait, quand on travaille en C#, on crée des objets, on instancie ces objets, comme je l'ai fait ici. J'ai mal mis mon sac. Moi. Comme je l'ai fait ici, si j'ai instancié un objet, et derrière cet objet, il va se mettre dans la mémoire ce qu'on appelle la heap, et en fait, il va enregistrer tous les objets l'un à la suite de l'autre, et au bout d'un moment, il y a garbage collector qui tourne et qui va effacer tous les objets qui ne sont plus référencés. Alors le garbage collector, il est indéterminé, on ne sait pas quand il va passer. Bon, s'il passe, ok, c'est bon, mon objet va être supprimé en mémoire. Le problème de l'HTTP client, c'est que l'HTTP client, il va créer des ressources qui ne sont pas des ressources managées en .NET, il va créer un socket en TCP. Une connexion SQL, par exemple, ça va créer une connexion SQL, ce n'est pas un objet managé, donc il faut que je libère des ressources le plus rapidement possible, et c'est l'objectif de l'interface iDisposable. Donc iDisposable, c'est si j'utilise des ressources externes, que ce soit des connexions réseau, des écritures disques, etc., le but c'est de les libérer le plus tôt possible. Donc ok, mon objet HTTP client, il implémente iDisposable. Donc ce qu'on peut faire, c'est utiliser le mot-clé using, égale new. Ok, ici je fais mon code. Et l'avantage quand je fais ça, c'est que quand je sors du using, donc quand j'arrive à la ligne 8, au fait, le client va être disposé. Et donc ma connexion HTTP, mon socket TCP sera supprimé. Et donc je libère ma ressource TCP. Ok? Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai une classe ici qui utilise un HTTP client, ok, qui va faire un get sur une API qui retourne tout doux, et on va simplement s'assurer que c'est qu'elle retourne quelque chose de correct. Alors pour faire ça, je vais simplement adapter mon programme.cs. Donc je vais ici. Dans un premier temps, je vais enregistrer ma dépendance pour utiliser avec le container IEC de .NET. Ensuite, je vais récupérer. C'est une démo. N'appelez jamais le Build Service Provider dans vos applications.
parce que ça va créer en fait une nouvelle instance du service provider et donc vous aurez des problèmes de lifecycle. Donc, le principe du singleton, quand vous enregistrez une instance en tant que singleton, ah ben, quand vous allez résoudre cette instance, quand vous allez injecter vos dépendances, ce sera tout le temps la même instance. C'est le principe du singleton. Le souci, si vous faites ceci dans votre application en production, c'est que vous allez avoir deux instances du service provider et donc deux instances du singleton. Donc, c'est vraiment quelque chose qui normalement est à éviter de faire. Bon, pour aller mort, on va se le permettre. Ensuite, je vais simplement récupérer mon objet ici, disposable HTTP client. Et ce que je vais faire, c'est que je vais appeler deux fois ma méthode getToDo. Donc, je vais appeler deux fois mon API ToDo pour voir un petit peu ce qui se passe. Et je propose simplement de voir ce qui se passe. Donc, j'enregistre. Donc, j'enregistre ma dépendance qui utilise l'HTTP client avec le using ici. Donc, quand j'aurai fini ma méthode, le dispo sera appelé et ma connexion TCP sera bien fermée. Je l'appelle deux fois. Et je vais vous montrer pourquoi je l'appelle deux fois. Et hop. Alors, mon API, elle tourne simplement, je l'ai fait tourner en mode image containerisée. Donc, j'utilise Postman qui, en fait, c'est l'équivalent de Docker. C'est l'équivalent Red Hat de Docker qui est plus sécurisé parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'être sudoer pour l'utiliser. L'avantage de Postman, c'est que c'est exactement les mêmes lignes de commande que Docker. Donc, si vous installez Postman, que vous créez un alias qui s'appelle Docker, vous ne verrez pas la différence si c'est Docker ou si c'est Postman qui est derrière. Donc, si je regarde ici, j'ai bel et bien mon API qui tourne en image containerisée. Et si je fais une petite requête cœur, OK, on voit que si j'appelle mon API via/todo, j'ai un petit JSON avec un to-do, description, select test, création, etc. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ici les connexions qui existent. Alors, il y a ces connexions d'un ancien test. Donc .NET A1. On va essayer de compiler. Un petit warning, c'est pas très grave. Donc on voit ici qu'il a appelé une première fois l'API. Et donc on voit qu'on a un nouveau socket TCP qui est apparu. OK. Si maintenant j'appelle deuxième fois l'API, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on a un deuxième socket. Donc les deux fois qu'on a appelé l'API, on a créé chaque fois un socket différent. Et même si tantôt je vous ai dit que Disposable, au fait, elle va faire en sorte de fermer le socket, ben, elle va fermer le socket côté client pour dire OK, le serveur, j'ai plus rien à t'envoyer. Par contre, côté client, on va quand même garder un socket ouvert, parce qu'on va garder un socket ouvert pendant 2 minutes, parce que Windows s'attend à encore recevoir des données du serveur distant, donc de mon API, et donc il va garder le socket ouvert pendant 2 minutes, 120 secondes. C'est réglable dans le PC. Par contre, ce qui est important qu'on peut voir ici, c'est que, OK, le port de destination, c'est le localhost.ume, mais pour créer ce socket, il crée un port virtuel. Et donc ici, j'ai appelé deux fois mon API, et j'ai donc un port virtuel de 40 500 et un port virtuel de 40 504. Bon, ça va. Ici, on l'a appelé deux fois. Si vous l'appelez 1000 fois en production, eh ben, vous allez avoir 1000 ports virtuels ouverts. Si vous les appelez 1 million de fois, vous allez avoir le problème de ce qu'on appelle le port exhaustion, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de port disponible pour faire des sockets. C'est problématique si on utilise l'HTTP client comme ça. Et surtout, ben, les sockets qui restent ouverts, c'est des performances du serveur qu'on a en main. Donc, c'est vraiment la façon dont on voit régulièrement l'HTTP client utilisé. Et pourtant, c'est normal vu que c'est implémenté à Disposable, et pourtant on voit qu'on a un souci, c'est que chaque fois qu'on va l'appeler, eh ben, on va créer un nouveau socket. Alors, une autre solution qui existait en .NET Framework, c'était de se dire, OK,
Je vais remplacer ici. Alors, je mets en rouge, je ne sais pas pourquoi. On va simplement rebuilder. Je vais simplement mettre mon HTTP client en statique. Comme ça, j'en ai qu'un seul. À chaque fois que je vais faire mon appel, ce sera toujours le même socket qui va être utilisé. Tu avais une question? Oui, parce que quand on a le triangle jaune, un peu plus haut, on était à 0 et là maintenant, on est redescendu à 5. Je ne sais pas ce que j'aurais de rebuilder. Ça, c'est peut-être aussi. Il faudrait que je regarde. On regardera après si tu veux. Donc, je vais remplacer ici, effectivement, ma dépendance par le statique HTTP client. Et donc, si je est-ce que j'ai encore les anciens? Non, c'est bien. Donc, si je relance un .NET Run, OK, deuxième call. Donc là, on a bien les deux calls, mais on n'a plus qu'un seul socket. Donc déjà, en termes de performance, quand on appelle 1000 fois l'API, on n'a toujours qu'un seul socket qui est ouvert. Donc on peut dire, OK, c'est une bonne solution. Le problème, c'est que une fois que le HTTP client est créé, s'il y a un failover sur le DNS et qu'on passe du primary adresse vers le second, il ne va pas écouter ça. Une fois qu'il est créé, il écoute toujours le DNS sur lequel il a été créé. Donc, il y avait une solution en .NET Framework qui existait, qui était simplement dire, alors je vais montrer le code simplement, mais il ne comprendra pas parce que c'est du .NET Core. Il rajoutait ceci, et au fait, toutes les minutes, il allait vérifier le DNS. Mais ça, en .NET Core, ça ne marche plus. Et donc, pour pallier à ça, Microsoft a inventé ce qu'ils appellent HTTP Client Factory. Et donc, l'HTTP Client Factory, ça va, je vais vous le montrer ici, comment il fonctionne. On va prendre le basic. C'est simplement, je vais injecter dans ma classe un HTTP Client Factory. Et quand je veux instancier mon client, je peux lui dire, OK, donne-moi un client HTTP. Et lui va toujours retourner le même, approximativement, enfin si, le même socket. Et donc, on n'aura plus ce problème. Et donc, on va vérifier ça. Donc, pour utiliser HTTP Client Factory dans mon programme.cs, je dois lui dire, tu ajoutes l'HTTP Client dans ton container IOC. Ensuite, simplement, ici, c'est plus statique, c'est le basic HTTP Client. Voilà. Il y a des questions jusque-là ou ça va, c'est clair? N'hésitez pas à m'interrompre, on n'est pas beaucoup. Donc, on peut voir effectivement que 120 secondes sont passées depuis que j'ai fait mon dernier .NET Run. Donc, on n'a plus les anciens sockets TCP ouverts. Et donc, je vais relancer ma commande .NET Run. Ah, ce que j'ai fait. Voilà. Et donc, si je fais ceci, on voit bien qu'on a toujours un seul socket, ce qui n'est pas plus mal. Alors, ceci, c'est déjà un bon début. C'est déjà quelque chose qui fonctionne bien, mais on peut aller plus loin en fait. Imaginons qu'on a un HTTP, enfin, on a plusieurs classes de notre application qui utilisent le même API. J'ai peut-être pas envie ici de remettre chaque fois l'adresse complète, ni chaque fois de devoir redéfinir quel header je vais utiliser. Donc, si par exemple je veux rajouter un header par défaut, je suis obligé de le faire ici à chaque fois. Donc, je vais faire http client. Voilà, hop, c'est une proposé. Voilà, je devrais faire ceci dans toutes mes classes, alors que je sais que mon API a besoin de ça. Et donc, une solution où on va un cran plus loin, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les HTTP clients nommés. Donc, quand je crée ici mon HTTP client nommé, je vais lui dire ici,
Même chose, HTTP client nommé, enfin HTTP client, mais je peux lui donner un nom, qui est une chaîne de caractères. Constant. Ah non, c'est pas ça. Merci copilote. Constant. Point. Le name. Donc ici, le name, c'est, si on va voir, c'est simplement une chaîne de caractères, qui est MyHTTP client. Vous pouvez lui donner le nom du site. Hein. Si vous contactez l'API GitHub, vous pouvez l'appeler GitHub. Enfin, vous pouvez lui donner un petit peu le nom que vous voulez. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais configurer mon HTTP client nommé. Donc, je vais lui dire je vais faire appel à la méthode configure HTTP client et je vais dire tiens, toi, quand tu utilises mon HTTP client à moi, la base d'adresse, c'est celle-ci. Donc, chaque fois que j'utilise cet HTTP client avec ce nom-là, j'aurai déjà la base d'adresse qui est configurée. Mais je pourrais aussi effectivement rajouter des headers, rajouter des tokens, tout ce qu'on veut à ce niveau-là. Donc ici, j'ai configuré un HTTP client. Je vais donner sa base adresse. Mais je vais d'abord vous montrer simplement ici. Et donc ici, quand je récupère, je lui dis, tu me crées HTTP client, mais tu utilises la configuration avec ce nom-là. Et donc, quand je fais ceci, j'ai plus besoin, comme on avait tout à l'heure ici dans le basic, de mettre l'adresse, la base URL /v1/todo. Comme j'ai déjà défini ma base adresse, j'ai plus besoin que de mettre tout ce qu'il y a après la base adresse. Donc, on va faire ceci. On va changer celui-ci par une limite. On va simplement vérifier que tout fonctionne bien. OK, mes appels fonctionnent. Et au niveau des sockets, je n'ai toujours qu'un seul socket. Alors, configurer juste la base adresse, ce n'est pas spécialement intéressant. Mais ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est se dire, OK, j'ai un API qui se trouve sur un serveur distant. Et donc, je dois faire face au réseau et aux erreurs réseau qui peuvent arriver. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, OK, j'ai mon HTTP client, mais j'ai envie de lui rajouter des mécanismes de résilience. Donc, si ça passe pas, réessaye. Sans que moi, je doive le faire à chaque fois dans ma classe. Et pour ce faire, il y a une librairie qui s'appelle Poly. Donc, si je regarde dans ce que j'ai utilisé ici, il y a une librairie qui s'appelle Poly, qui permet de faire de la résilience sur tout et n'importe quoi, pas juste sur l'HTTP. Hein, donc, vous pouvez mettre de la résilience sur une partie de code que vous désirez, sur des connexions SQL, sur un petit peu tout ce que vous voulez. Et surtout, il y a l'extension de Microsoft qui est Microsoft Extension HTTP.poly. C'est-à-dire que Microsoft a créé ses propres méthodes d'extension sur le HTTP Client Builder, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, il retourne à... Je ne peux pas m'afficher. Ok, il ne va pas m'afficher, c'est pas grave. Sur le HTTP Client Builder. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, je vais définir dans une méthode à part toutes mes règles de résilience. Donc ici, j'ai un getRetryPolicy. Je lui dis, tu interceptes toutes les erreurs transitoires, mais aussi les erreurs 404. Et ensuite, tu attends et tu réessayes 5 fois toutes les 3 secondes. Et donc, si je fais ceci, maintenant, je n'ai plus qu'à le configurer au niveau de mon HTTP client. Et ici, je viens de configurer des règles de retry, des policies de retry pour toutes mes classes qui utiliseront cet HTTP client nommé. Donc, on a vraiment cette possibilité de configurer un HTTP client lorsque vous enregistrez vos dépendances et de rajouter toutes les règles que vous voulez.
Alors, je vais juste rajouter, pour vous montrer ici, qu'est-ce qui se passe quand j'appelle au fait le create client. Alors, je vais rajouter un console.writeLine ici, tout simplement. Je le remets ici. Le petit warning. Hop. On voit qu'il a appelé la méthode configure HTTP client et que la deuxième fois aussi. Donc, ce que vous mettez dans le configure HTTP client, il est appelé à chaque fois que vous appelez create client. Donc, si vous voulez gérer votre token avec des mécanismes de rafraîchissement, vous pouvez configurer l'utilisation de votre token, token notification pour l'API key, etc., dans votre configure HTTP client. Oui, super, donc ça, c'est fait. Il y a, ça fonctionne si effectivement vous êtes sûr que vos développeurs vont bien utiliser la méthode le create client. Le problème, c'est que si vous avez un développeur qui fait ceci, le create client sera appelé une seule fois au démarrage de votre application. Et si vous gérez le renouvellement de vos tokens dans configure client, votre développeur il va avoir un petit souci. Parce que forcément, la méthode sera appelée qu'une seule fois. Donc, si vous avez des bons développeurs, que vous êtes sûr de la maturité, ok, utilisons ici le create client. Si vous n'êtes pas sûr, ou si c'est parce que vous créez un package NuGet et que vous savez qu'il est utilisé par d'autres personnes et vous ne savez pas vérifier le code, vous avez une autre possibilité, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des middleware. Alors, les middleware, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va être appelé avant ou après la requête HTTP. Du coup, quand on passe par la Client Factory, oui, on ne dispose pas le HTTP. C'est pas toi qui t'en occupera. Oui. C'est l'HTTP Client Factory qui, s'il en a besoin, va le faire. Mais en temps normal, il ne va pas le faire parce qu'il veut garder son socket ouvert. L'idée derrière, c'est de garder le socket ouvert et partager ce socket toujours pour le même serveur. Alors, par exemple, ici, j'ai créé, donc je parlais, donc un middleware, c'est ce qui est appelé avant et après une requête HTTP. Et donc, vous pourriez imaginer avoir un middleware comme ici. Hop. Alors, je ne sais pas pourquoi ça met toujours en rouge. Voilà. Qui hérite de delegating handler, donc c'est la façon de créer le middleware. Et ici, simplement, quand je fais le send async c'est quand j'envoie un HTTP response message, eh ben, je fais ceci. Donc, j'essaye d'ajouter mon token, je l'envoie. Si j'ai une réponse 404, ok, je me dis mon token n'est plus bon, j'en génère un et je renvoie la requête. Alors, pourquoi c'est un HTTP request message? En fait, l'HTTP client derrière, il fonctionne juste. Si je me remets à. Est-ce que j'ai encore ouvert? Tiens. Lui, derrière, tout ce qu'il fait, c'est il a des méthodes. Je vais faire plus simplement. Hop. Le getAsync derrière, il va simplement créer un HTTP message en lui passant le mot-clé. Ah non, il n'est pas ici. En lui passant le mot-clé get. Donc, que vous fassiez post-async, get-async ou put-async, delete-async, tout ce que vous voulez, derrière, il crée un HTTP request message et il retourne un HTTP response message. C'est pour ça qu'ici, dans un délégué, je reçois un HTTP request message. Donc, mon request, elle a normalement point méthode. Voilà, ceci, elle a le méthode qui dit c'est un post, un get, un put ou autre chose. Et c'est pour ça que les middleware travaillent
pas avec l'HTTP client, mais directement avec l'HTTP request message et l'HTTP request response, qui sont ce qui est utilisé par l'HTTP client. Alors, maintenant, je voulais encore vous montrer la dernière solution, qui est la solution la plus simple à mettre en place, qui est la solution qui est une librairie qui s'appelle Refit, R-E-F-I-T. Et Refit, qu'est-ce que vous avez à faire? C'est simplement changer votre @refit client. Dedans, je lui passe mon instance. Allez. Est-ce que tu pourrais agrandir le code? Oui. Donc, je ne change rien pour la configuration HTTP client et le add policy handler. J'ai juste dit, j'utilise cette librairie sur cette interface. Et au fait, qu'est-ce que c'est? C'est juste une interface qui va contenir deux méthodes. La première méthode, tu fais un post vers v1/todo. La deuxième, un get vers v1/todo. Et derrière, vous n'avez plus à générer code. C'est Refit qui va générer l'appel HTTP pour vous. Et pourtant, je continue à profiter de la configuration de ma base adresse, des mécanismes de retry, etc. Donc si je refais celui-ci, et que je lance mon .NET Run, voilà, j'utilise Refit, j'ai juste une interface qui contient deux méthodes, donc deux signatures, et pourtant ça fonctionne. Donc ça c'est une solution vraiment si vous n'avez pas de spécificité à rajouter dans vos appels API, utilisez Refit, vous allez gagner énormément de temps. Alors, est-ce que vous avez des questions avant de passer un petit peu aux nouveautés du C# 12? Quelles sont les bonnes pratiques pour la création de clients nommés dans une application? C'est quand on veut factoriser justement des... Alors, c'est si tu as plusieurs classes qui vont contacter le même API. Mais souvent, quand tu travailles avec un gros API, comme par exemple, si tu veux créer Azure DevOps, si tu veux utiliser Azure DevOps et utiliser son API, bah, tu vas pas faire une classe qui contient toutes les méthodes vers l'API Azure DevOps, parce que sinon, tu vas avoir une classe avec 3 lignes, parce que l'API Azure DevOps, c'est plein de possibilités. Donc, tu vas plutôt partir pour une classe qui gère la pipeline, qui permet de triggerer une pipeline, etc. Une seconde classe, par exemple, qui gère les repos, une seconde classe qui gère les groupes de librairie. Mais l'avantage de l'HTTP client nommé, c'est dans ce cas-là, tu vas configurer une seule fois la base adresse de l'API d'Azure DevOps, une seule fois ton path token d'Azure DevOps, et toutes tes classes vont pouvoir en profiter. Et donc, effectivement, ben, le nom, tu peux lui nommer Azure DevOps si tu le souhaites. D'accord, donc si on a un client qui contacte plusieurs API, une des bonnes pratiques, ça serait de créer un client nommé par API qu'on veut contacter. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment tous ceux qui partagent, je configure une seule fois l'appel vers mon API dans mon programme.cs, et comme ça, derrière, je me fous de savoir combien de classes j'aurai qui vont le contacter. D'autres questions? J'écoute un petit peu parce que ça fait longtemps que je fais du C#, une semaine ou deux. Quand je lis ça, j'ai l'impression que Microsoft a quand même conçu un outil qui est à la fois très flexible, oui, mais ultra piégeux. Alors, du coup, quelle est l'approche que eux donnent quand je peux faire de requêtes HTTP par exemple demain. Mais qu'est-ce qu'ils proposent eux comme approche? Est-ce qu'ils donnent justement ces bonnes pratiques? Oui, c'est ça. C'est ça qu'ils vont te proposer. C'est ce que je vous ai montré aujourd'hui. Alors, je ne vais pas te faire peur, mais le C# est un objet très complexe. C'est un langage très très complexe. Qui en plus, Microsoft aime bien changer ce qu'il y a derrière. Et je me rappelle qu'à l'époque de .NET 5, vous savez, quand vous créez un API, la première, je vais le mettre ici, la première ligne, ça va être var builder égale host.create, je ne sais pas si on peut, voilà. Ça va être la première ligne quand vous créez un API. Eh ben, je m'étais amusé à écrire sur mon bloc
Donc j'ai un bug très difficile à retenir, c'est